Maintenant, je voudrais qu'on définisse ensemble quels sont les métiers en tension, quels sont les métiers dont on a vraiment besoin dans la filière du gazon sport pro, et puis que l'on évoque également les 4 sports dont on parle aujourd'hui au niveau professionnel, à savoir bien sûr le golf, mais aussi l'entretien des stades de foot et de rugby, et puis aussi les hippodromes. Qui veut nous faire un topo sur les métiers qui sont en tension et que l'on recherche cruellement? Alors, je crois qu'en préambule, si je peux me Oui, bien permettre, sûr. très rapidement, en fait, nous sommes des gens complémentaires. À ma gauche, j'ai 2 personnes qui se chargent de formation initiale et moi, je me charge de formation professionnelle. Et le but de la formation, elle est effectivement de donner un bagage aux gens. Ils donnent un bagage de base et nous essayons de l'enrichir à notre niveau. La formation continue. En formation continue. Alors clairement... Vous, les formations, c'est les formations uniquement de la greffe dont vous vous occupez? Voilà, uniquement. Donc c'est que pour le golf, on est d'accord? Que pour le golf. Okay. Mais on a de plus en plus de gens qui viennent des autres métiers, des surfaces engazonnées, qui viennent en stage chez nous. Ah, d'accord. Et ce qui est très intéressant, je pense qu'Olivier, j'ai zioté rapidement son PowerPoint. Sa présentation. Là, mais il y a une donne très importante en ce moment, qui est une donne démographique au sens de la pyramide des âges. En fait, on a vécu, nous, au travers d'une trentaine d'années d'observation de la formation, on a vécu une offre de formation de qualité constante, etc., mais qui s'est heurtée à un déficit d'emploi parce que la plupart des infrastructures ont été créées il y a une trentaine d'années, les jobs ont été pourvus il y a une trentaine d'années, donc un certain nombre de générations qui sont arrivées derrière ont eu du mal à trouver leur place. Alors beaucoup l'ont trouvé justement dans les sports annexes qui se sont professionnalisés, le foot, le rugby, les hippodromes, etc. Donc ça a permis d'absorber. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une cinquantaine de collègues qui vont partir à la retraite dans les prochaines années, là, très moyen terme, très court terme. Ça crée un appel d'air. Et de fait, ça crée un appel d'air super pour les jeunes. Hein. Ben oui. Extraordinaire. Il faut se former. C'est maintenant que vous allez pouvoir obtenir des places pour les prochaines 40 années. Alors, c'est vrai que nous sommes à la base très complémentaires. Norbert l'a dit, et depuis toujours, en fait, je défends cette analyse et cette vision, où nous, en fait, on pose les socles, les bases des futurs intendants, des futurs jardiniers, des futurs collaborateurs qui vont intégrer ce monde professionnel. Et Norbert et la greffe a la lourde charge également, en fait, d'enrichir ce parcours au fil, tout simplement, de la vie professionnelle des intendants et des jardiniers. En ce qui concerne les métiers en tension, c'est un secret pour personne. Toutes les branches professionnelles sont à la recherche de personnel, dont bien évidemment les métiers du sport, dont on s'occupe plus particulièrement. Mais c'est un phénomène général, il y a un effet de cisaillement, hein, on a une baisse aussi de la pyramide des âges en ce qui concerne les naissances, et ça on pourra l'observer d'ici 5 ou 6 ans. Et en plus, effectivement, un gap générationnel en ce qui concerne nos métiers, où globalement, quand vous regardez la construction des parcours de golf, ça date des années 85-95, où il y a eu, déjà dans les années 80, énormément de parcours qui se sont construits, et donc des gens qui, à l'époque, il n'y avait pas de formation, et c'est pour ça qu'en 86, en ce qui concerne Dunkerque et Neuvic, ça doit dater de 85. La fédération, à l'époque, nous a sollicité pour organiser les premières formations à destination spécifiquement des golfs. À part Neuvic en Corrèze et Dunkerque, on a d'autres lycées agricoles qui font de la formation également? Alors, ils sont ici d'ailleurs présents. Pas tous, mais en tout cas, d'autres structures se sont au fil des années, notamment à partir de 2000, intéressées à ces filières professionnelles parce que le territoire français est assez grand et que de toute manière, il y a effectivement de la place pour l'ensemble des formations et des formés qui sont issus de ces différents centres. Il y a combien de lycées agricoles qui forment au gazon sport pro en France? Je pense qu'on a entre 7 et 8 structures. Il y a moins de 10 avec des formations qui sont très, très différentes. On en reparlera après si on a le temps. Et bien justement, rentrons dans le vif du sujet. Olivier, c'est votre présentation, je crois.
puisque vous avez combien de diapositives à nous présenter? Alors en fait, j'en ai quelques-unes. Donc ce que je vous propose en ce qui nous concerne, c'est de parler de la formation initiale. Comme l'a dit Norbert, ce sont deux choses très complémentaires, mais également très différentes. Les attendus et les objectifs sont pas les mêmes. Nous, on accueille des jeunes ou des moins jeunes qui ne connaissent pas vos champs professionnels. Donc en fait, on prend des profils de personnes qui sont intéressées par vos métiers et qui vont les découvrir au travers de nos formations et on va les former à un package de base qui leur permettent de prendre en charge un terrain ou d'entretenir ou de participer à l'entretien d'un terrain. Là, ici, on va parler de formation de jardinier, d'intendant, de mécanique, qui est également une formation spécifiquement délivrée par Neuvik. Mais il existe d'autres formations délivrées par d'autres centres sur le territoire, comme la formation, le CS arrosage, en l'occurrence, ou le CS terrain de sport, qui sont deux autres formations qui existent et qui peuvent être délivrées par d'autres centres. On y va ? Allez, on regarde la présentation que nous a préparée Olivier Grélin de Dunkerque. Allez, c'est vous qui faites avancer les slides. Donc, rapidement, vous allez nous résumer. Très rapidement, j'ai parlé de CS. Qu'est-ce que c'est qu'un CS ? Donc, ce sont des diplômes professionnels agricoles qui sont préparés en alternance. Et on a différents niveaux, c'est-à-dire qu'on peut retrouver dans une même cohorte de jardiniers, par exemple, des gens qui ont un CAP ou des gens qui ont un BTS. Un CS, c'est un certificat de spécialisation. Merci. Voilà. On acquiert des compétences et ce sont des compétences complémentaires par un diplôme de base qui est, pour la plupart du temps, un diplôme d'aménagement paysager. Mais pas que. Ok. C'est des formations qui durent combien de temps 2 ans ou 1 an, c'est ça ? Voilà. Donc en fait, là j'ai listé les différents CS qui existent. Donc il y a le CS jardinier de golf qui existe depuis 86 et qui a évolué. Il y a eu une grosse évolution en 2000. Je pense qu'il y en a une qui est dans les cartons et qui devrait théoriquement sortir cette année ou au pire l'an prochain, une rénovation complète, en espérant qu'il ne disparaisse pas. Ça, c'est toujours possible, on peut toujours avoir une mauvaise surprise. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il y a un nouveau CS qui est le CS sol sportif engazonné qui a été rénové cette année. Et donc 400 heures de formation en centre, c'est un niveau bac. Le CS jardinier, c'est un niveau BEPA, c'est-à-dire un niveau bac -1. Et seulement 9 mois de formation en alternance. Le CS arrosage automatique dont je vous parlais précédemment, on est sur un nouveau CS qui vient d'arriver, enfin une rénovation, le précédent existait déjà, il était à 560 heures et on passe à 400 heures. Niveau bac, 9 mois de formation, alors qu'avant on était sur 1 an. Et puis effectivement le brevet pro, maintenance des matériels de golf et de terrain de sport spécifiques au CFPPA de Haute-Corrèze, qui a été mis en place il y a 2 ans. Voilà. Donc on est sur des certificats de spécialisation, on prend quelqu'un qui a un diplôme et on le spécialise à vos métiers. Pardon. Ensuite, toujours dans la problématique formation initiale, on a le titre pro d'intendant de parcours, qui est un titre qui appartient à la Fédé, donc on a 980 heures de formation en centre. 24 mois en alternance sur un golf, niveau bac +3 en sortie, et en entrée, c'est un niveau bac +2 obligatoire. On a également 2 autres formations qui existent et qui sont délivrées par Tecoma. On a le bachelor responsable technique en aménagement d'espace sportif. J'ai pas réussi à trouver le nombre d'heures de formation, j'ai cherché, mais même sur le RNCP, j'ai pas trouvé. Ce qui est important à retenir, c'est que ça dure 1 an. Voilà, et ça dure un an en alternance. Le niveau, c'est un bac +3. Et puis, il y a une licence professionnelle, gestion de management, de chantier d'aménagement de l'espace, qui lui, en fait, a pour but plutôt de former des gens qui ont à la fois des compétences en technique paysagère et puis en management. Qui recherche des alternants dans la salle ? Levez la main. Ok, donc il y a des besoins, il y a de la demande, effectivement. Donc les centres de formation, effectivement, vont pouvoir
pourvoir effectivement sur ces besoins. Ce sont des rentrées scolaires qui démarrent en septembre forcément, ou est-ce que ça peut démarrer en cours d'année? Alors, c'est la spécificité des CS, c'est que les centres sont globalement très autonomes dans l'organisation et la mise en place de ces formations. Autonomie qui est également constatée sur les contenus. C'est-à-dire que d'un centre à l'autre, on peut avoir des contenus de formation qui sont de niveaux très différents. C'est un système qui est régionalisé et qui dépend en fait du ministère de l'Agriculture. Et du coup, la rentrée scolaire pour vous, c'est quand alors en fonction des cycles de Pour formation? nous, en fait, la rentrée s'échelonne pour les CS jardiniers donc de septembre à novembre. Pour Neuvik, donc la même chose. Et en ce qui concerne les autres centres de formation, je pense que c'est à peu près le même tempo. Donc, en ce qui concerne donc faut revenir. Pardon. Ah, pardon. Donc, en ce qui concerne donc le titre homologué, c'est octobre. Et concernant les autres formations, c'est pareil sur les sites internet de Tecoma, c'est assez peu. Enfin, il n'y a pas d'informations, donc je ne peux pas vous donner d'informations. Sauf si quelqu'un dans la salle est issu d'un centre de Tecoma, il peut nous éclairer peut-être. Non. Bon, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, en théorie, on peut rentrer un apprenant tout au long de la formation, puisque c'est dans la réforme de 2018 de la formation professionnelle, on doit être capable d'intégrer un apprenant dans nos formations. Donc, il y a la partie individualisation, mais on y reviendra essentiellement. Mais pourquoi on se cale souvent sur septembre, octobre, novembre, nous? C'est parce qu'on attend déjà la sortie des diplômés de la formation initiale, que ce soit les bacs pro, les CS ou les BTS. On va y revenir là aussi, mais le gros enjeu, mais j'ai commencé à voir de suite, les courbes, elles sont en lien, ça va être le recrutement. Oui. Voilà. Alors moi j'ai noté quand même, Eric Casassus, que vous n'aviez plus à Neuvik de formation d'intendant de terrain de golf. Pourquoi? L'histoire. Et c'est remplacé par quoi du coup? Alors, on a gardé le CS jardinier de golf et depuis 2 ans, comme le disait mon collègue, à la demande de la profession, on a monté un BP de mécanicien de golf. Donc mécanicien fontainier? Mécanicien essentiellement. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont des demandes de la profession, et là aussi je crois qu'il faut qu'on y revienne. C'est que, certes, on a des diplômes, mais aujourd'hui on peut créer des diplômes. Ça c'est important. Et ça ne doit pas être la lubie d'un centre de formation d'ouvrir une formation. C'est qu'est-ce que veut la profession, oui. De quoi elle a besoin. On va y revenir sur les schémas par la suite. Là, je crois qu'on touche une chose importante. Des diplômes existent, mais notamment grâce au ministère de l'Agriculture en particulier, ce n'est pas gravé dans le marbre. Il y a des diplômes, mais ça ne concerne pas que le golf, qui vont disparaître parce qu'il n'y a plus de besoin. Et puis, il y en a d'autres qui vont être créés. Très concrètement, quels sont ceux qui vont disparaître et quels sont ceux qui vont être amenés à être créés pour une question de besoin très pragmatique? C'est pas à moi de le dire. Mais alors, quels sont ceux qui vont... C'est à la profession. Parce que là, en l'occurrence, la formation d'intendant de terrain de golf, pour moi, ça me semblait important de former des intendants de terrain de golf à Neuvik. Mais est-ce que ça aurait été remplacé par un BP Non, on l'a perdu pour des raisons X, Y qui n'ont rien à voir avec le sujet à proprement parler de la formation. Nous, quand on a créé le BP de mécanicien de golf, on a répondu à une demande émergente. 2 ou 3 ans avant, on n'avait même pas l'idée de la monter. Voilà, donc il faut cette négociation permanente, et je pense qu'il y a un lien qui doit être fait avec la profession au niveau de nos instances, que la profession vienne passer commande des formations. Voilà. Alors on expliquera qu'on a des difficultés aussi de notre côté, ça ne se monte pas comme ça du jour au lendemain. Il faut qu'on puisse faire de l'ingénierie et ça prend du temps. Ensuite, on inscrit la formation au RNCP, mais tout est réalisable. Voilà. Pour qu'une formation soit maintenue dans votre lycée agricole, il faut qu'il y ait concrètement combien de jeunes qui s'inscrivent à cette formation pour que cette formation soit maintenue?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est bien qu'on soit au ministère de l'Agriculture. Dans mon établissement, j'ai 200 collaborateurs. La moitié sont des fonctionnaires d'État sur les lycées, essentiellement. Et sur les un quart, on va dire, sont des agents fonctionnaires de la territoriale du conseil régional. Et puis un quart où ce sont mes employés à moi, notamment sur le CFPPA. C'est-à-dire qu'un CFPPA tourne comme une entreprise privée. Et donc vous avez tous les âges, là, en fait, finalement. On peut avoir tous les âges, bien entendu, mais c'est surtout pour en arriver à dire que, comme c'est une entreprise privée, elle doit s'équilibrer. C'est-à-dire qu'il y a des seuils de rentabilité aussi de formation. Oui, c'est pour ça que je vous demande quel est le nombre minimum dont vous avez besoin pour maintenir la formation. Les seuils oscillent entre 8 et 12 en fonction des moyens que l'on met sur la formation. Voilà. Donc, une formation, ça coûte, bien entendu. Elle est financée, bien entendu, en partie par la profession, par des conseils régionaux ou les OPCO, mais on gère une entreprise. Donc, il y a un seuil de rentabilité. Très important à comprendre. D'où ma question. Oui, mais elle est tout à fait légitime, bien entendu, et encore plus quand on est directeur, j'ai envie de dire. Oui, c'est vous qui dirigez effectivement le lycée agricole de Neuvic. Donc on a compris effectivement qu'il y a certaines formations que vous avez pu maintenir parce qu'il y avait suffisamment d'inscrits, suffisamment d'élèves et de jeunes qui étaient intéressés par ce genre de formation. Il y a d'autres formations qui disparaissent aussi parce qu'il n'y a pas d'inscrits, il n'y a pas de demande, il y a peut-être moins de besoins. Est-ce qu'on peut avancer dans les diapositives de monsieur Olivier Grélin pour voir un peu les courbes? Je crois que vous nous avez préparé des choses très, très intéressantes. Alors, en fait, je voulais que Norbert reprenne un petit peu sur la formation continue. Voilà, sur la formation continue qui se positionne par rapport en fait aux apprenants qu'on est amené à mettre sur le marché. Vous l'avez réveillé. J'écoute avec attention et je souhaitais justement intervenir parce qu'il y a une chose importante, c'est que vous avez souligné à juste titre la difficulté aujourd'hui en termes de recrutement dans les entreprises, mais il faut vous dire qu'ils ont la même difficulté de recrutement pour remplir leur formation. En fait, sont des métiers certes passionnants, mais sont des métiers qui ont également un déficit d'image chronique, tous les métiers entre guillemets manuels. C'est assez compliqué à vendre aux jeunes. Hein. Ouais. Alors, il y a toujours des passionnés, on a toujours des super surprises. Et moi, je voudrais dire une chose, alors là, plus en tant que professionnel, je change de casquette, c'est que c'est à nous les professionnels, parce que vous avez bien compris, c'était des formations en alternance, c'est à nous les professionnels aussi de remplir notre part du job et de former les jeunes quand ils sont en entreprise. Il y a eu un problème, mais qui est également conjoncturel et lié à un problème économique des golfs pendant quelques années, où malheureusement certaines structures ont pris des jeunes en alternance, plus comme de la main-d'œuvre pas chère que comme des gens à former. Oui. Et ça a créé un certain nombre de problèmes. Et on a notre responsabilité. Alors, après, normalement, c'est une démarche volontaire du jeune. Le jeune doit candidater dans des structures pour décrocher un contrat de professionnalisation. Alors, au gré des années, maintenant ça s'appelle des contrats de professionnalisation, il y a eu d'autres noms auparavant, ça va changer. En gros, ça ressemble à de l'apprentissage, mais ce n'est pas de l'apprentissage. Les jeunes candidatent. Ils candidatent parfois avec des mauvais critères, c'est-à-dire parce que c'est pas loin de chez eux. Par exemple, ça c'est un critère pourri. Enfin, ça peut marcher, mais c'est rare. Il faut déjà, et ça je fais confiance aux enseignants, leur expliquer qu'il faut qu'ils choisissent des entreprises où ils vont avoir des vrais tuteurs. C'est pas forcément avoir beaucoup de moyens, mais avoir des vrais tuteurs. On peut partager avec des jeunes dans des petites structures, leur apprendre à travailler avec des petits moyens, et peut-être après, ils iront plus loin avec plus de moyens. Mais la profession a un rôle à jouer, c'est normal, et on ne peut pas aujourd'hui se lamenter du fait que l'on ne trouve pas de personnel formé si on n'a pas fait une partie du boulot. Alors on le fait en formation professionnelle après coup, parce que l'avantage de la formation professionnelle par rapport à la formation initiale, c'est que c'est beaucoup plus réactif. C'est-à-dire que si moi, demain, je décide de monter un stage sur le calendrier 2022, sur une problématique relativement nouvelle, j'ai la latitude de le faire. Ce n'est pas sûr que ça marche, parce que j'ai un modèle économique à respecter aussi, mais je n'aurai pas toute l'inertie de l'enseignement. Je vais pouvoir être plus réactif, je vais trouver des intervenants qui ont des compétences, je vais leur demander de me chiffrer le truc, on va avancer. Donc en fait, on arrive soit en complément pour remettre à niveau des gens, soit pour répondre plus dans l'immédiateté à des nouveaux problèmes. On va se parler franchement, les amis. Est-ce que, quand on connaît la difficulté de vos métiers, d'intendant, de jardinier,
de fontainiers, de mécaniciens, où on est dehors, dans le froid, notamment aujourd'hui, il fait 5 degrés, il pleut, il gèle, etc. Comment on peut faire pour transmettre l'amour du métier, sachant que les conditions, à partir du mois d'automne, de l'automne jusqu'à avril, sont pas évidentes? En fait, on s'adresse à des passionnés. En ce qui me concerne, tu le disais très, très justement, le mauvais critère, c'est un local qui vient chez vous parce qu'il a vu la lumière et la porte ouverte et que le chauffage est sympa chez vous. On peut en avoir, mais moi, je l'envoie à 200 ou 300 km de chez moi. Il dit oui ou il dit non. Et vous les hébergez sur votre centre? Alors, bien évidemment, on héberge sur le centre. Mais en tout état de cause, la motivation de la personne qui vient chez vous, enfin chez nous, pardon, elle doit être, je ne vais pas dire sans faille, parce que tout le monde a droit à l'erreur, mais par contre, on est sur des métiers de passionnés et surtout des gens qui doivent être mobiles. Il y a 7 centres qui forment du jardinier. Grosso modo, je pense qu'on doit tous sortir en moyenne entre 70 et 80 personnes par an. On peut espérer. On doit les retrouver sur le marché. On doit les retrouver chez vous, dans vos golfs, dans vos structures. Et 80 personnes, 80 jardiniers, ça fait quand même un peu de volume. Il y a 750, 60, 80, enfin ça dépend comment on compte, golf en France. On doit les retrouver chez vous. Il y a un paramètre supplémentaire qui arrive, c'est que les terrains de sport engazonnés, et le foot et le rugby en font partie, se sont aperçus depuis 5 ans qu'il leur fallait des collaborateurs et collaboratrices, parce qu'il ne faut pas oublier que les filles et les femmes qui composeront de plus en plus vos équipes, elles sont très 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 compétentes. Elles apportent, je dirais, une manière d'entretenir, une vision du greenkeeping ou de l'entretien, même au niveau jardinier, une qualité que certains d'entre vous peuvent ne même pas imaginer. L'approche est très différente. J'ai toujours énormément de plaisir à accueillir dans mes groupes, que ce soit intendant ou jardinier, des femmes, parce que l'approche est très très différente et elle est très très complémentaire. C'est un vrai plaisir. Toujours est-il que je parlais donc des stades. Là, en ce qui me concerne, j'observe que quasiment 50% des gens qui vont sortir et qui sortent de chez nous vont intégrer des stades de foot ou de rugby. Et qu'en intendant, même si c'est une formation intendant de terrain de golf, vous le savez, les passerelles existent. Vous-même peut-être sont peut-être issus du monde du foot et vous avez intégré le golf, mais inversement ça existe et il y en a de plus en plus qui font le saut et qui partent en entretien de stade ou en entretien d'hippodrome, parce que là aussi il ne faut pas les oublier. Ils ont aussi de réels besoins. Donc en fait on partage. Il va falloir partager et proposer à la fois des solutions en termes de RH, de ressources humaines ou d'innovation ou d'organisation du travail ou ce genre de choses pour être attractif. On ne fera rien sans vous parce que, vous êtes à la base et à la sortie. À la base, pourquoi ? Vous êtes sur le territoire, vous quadrillez le territoire. Invitez des classes, prenez des stagiaires. C'est pas toujours très agréable, il faut les encadrer, ils sont un peu newbies, enfin voilà, c'est béni oui, mais ces jeunes qui ont 14 ans, 15 ans... Ils sont en 3e en général. Voilà, ils viennent faire une journée, 2 jours, 3 jours. Alors oui, il faut être là. Mais ce gars-là ou cette fille, eh bien, vous allez les retrouver dans quelques années parce qu'en fait, ils ont senti votre passion. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose. Et ça, c'est très important. Vous êtes des professionnels qui sont investis tous les jours sur vos terrains. Et ça, ils vont le sentir. Ils vont sentir qu'il y a quelque chose. Et ils vont revenir. Et nous, vous, parce que vous allez nous les envoyer, vous allez dire, tiens, tu vas à un tel ou tel centre de formation. Et on va les accueillir, on va faire partager nos passions et vous allez les retrouver à la fin. Jardinier, fontainier, intendant, mécanicien, peu importe.
tous les métiers sont en tension. Donc, vous êtes à la base et accueillez des stagiaires, des BEPA, des bacs pro, des BTS. Alors, je sais qu'il y a des centres, quand je dis des centres, il y a des établissements qui ne jouent pas le jeu du terrain de sport. Pour eux, ce n'est pas de l'aménagement paysager. En région parisienne, là j'ai encore eu un écho comme quoi un grand centre, un gros établissement en région parisienne refuse de mettre des BTS ou des bacs pro en golf ou en stade. Parce que pour eux, ce n'est pas de l'aménagement paysager. Il faut le savoir, ça existe et il y en a beaucoup sur le territoire. Parce que quand vous êtes prof d'aménagement paysager, tonte de la pelouse, c'est pas valorisant. Eux, c'est de l'aménagement, des plans plantés, etc. Ils ont pas cette vision des choses et donc dans leur établissement, quand vous êtes en BTS ou en bac pro, vous n'allez pas sur un terrain de sport. Pour les golfs, ça se discute parce que c'est un aménagement paysager. Oui, mais encore une fois, on est sur des métiers manuels. Vous n'êtes pas les seuls à souffrir. Je dirige aussi un centre de formation forestier. On a exactement les mêmes discussions. D'accord ? L'histoire entre l'homme et le travail est très compliquée dans l'histoire. Si on remonte à l'Antiquité, c'était réservé aux esclaves. D'accord ? D'ailleurs, si on appelle ça le travail, c'est parce que ne pouvaient faire du travail que ceux qui avaient des entraves. D'accord ? Il va falloir attendre le 19e siècle pour qu'on commence à parler de salaire grâce à l'industrialisation. D'accord ? Là, on commence à avoir, c'est l'histoire un peu de Germinal, hein, je vais revenir un peu de cinématographie, mais où on s'intéresse au salaire et aux conditions de travail. Et puis, on va arriver au XXe siècle où tout va s'accélérer, mais à une vitesse grand V. Notamment, Jules Ferry, qui va rendre l'école obligatoire, va nous imposer, sans le savoir et sans le vouloir, le royaume du diplôme. Ça veut dire que le diplôme est roi. C'est même plus la compétence qui est reine, c'est le diplôme. D'accord ? Diplôme que l'on obtient d'ailleurs moins avec les pratiques professionnelles qu'avec les sacro-saintes connaissances générales, les mathématiques, la physique, le français, etc. Et puis ça va s'accélérer, j'ai envie de dire, à partir des 35 heures. Pourquoi ? Parce que c'est le lien au travail qui va changer. Et si on ne comprend pas la psychologie de l'évolution du travail, notamment vis-à-vis des jeunes, on se plante, nous, parce que nous, on est toujours en décalage de 30 ou 40 ans avec eux. Les 35 heures, je critique absolument pas. D'accord ? Pour moi, ce n'est pas une aberration ou autre. Ce que je constate sociologiquement, c'est que travailler à 35 heures, c'est-à-dire 1607 heures dans une année, ça représente 18%. 18% de notre temps est consacré au travail, pendant l'activité. Vous rappelant qu'on dort 33% du temps. On travaille 2 fois moins qu'on dort. Et si je ramène le temps de travail, à une vie classique où on décède en moyenne autour de 80 ans, on aura travaillé 9% du temps de notre vie. Donc ça veut dire que le travail aujourd'hui, j'aime bien une expression, hein, aujourd'hui, on se marie à 15% dans le cadre du travail, on rencontre sa compagne ou son compagnon. En 1950, on était à 60%. D'accord ? Ça veut dire que le lien social et le lien au travail ont complètement changé la donne. Alors, on parlait de motivation. Il y a effectivement, pour moi, la première facteur d'attractivité, c'est de motiver les jeunes à aller vers nos métiers. Le Covid a été formidable là-dessus. Enfin, je suis le seul à dire que le Covid est bien. Donc, non, il y en a d'autres. Mais ma déprime continue. Donc, le Covid a été extraordinaire. Pour la première fois de l'histoire depuis fort longtemps, les métiers manuels sont devenus essentiels. Essentiels d'être dans les métiers manuels. D'ailleurs, les intellectuels, on les laissait chez eux, ils faisaient du télétravail. Ils n'avaient même pas besoin d'aller sur le terrain. Formidable. Je prends une autre branche professionnelle qui a fait un boulot extraordinaire sans que ça se voie du tout. La restauration. Pendant des années, on a du mal à trouver des cuisiniers, etc. Et puis, aujourd'hui, les écoles d'hôtellerie et de restauration sont full. Alors, évidemment,
il n'y a pas encore ces jeunes arrivés sur le marché de l'emploi et on manque de 150 000 emplois à pourvoir là-dessus. Mais c'est quoi qui a déclenché ça? C'est une mode télévisuelle où il y a eu plein d'émissions sur la restauration. On peut en penser ce que l'on veut. Ça veut dire qu'on est capable, par la communication, d'orienter nos jeunes vers certains métiers considérés au départ comme parfaitement ingrats. J'ai envie de dire, il vaut mieux être jardinier de golf que travailler dans une cuisine avec des horaires très décalés, on travaille quand les autres sont en vacances, etc. Ça veut dire qu'il y a une image d'un métier, et effectivement, comme vous le disiez, la profession a un rôle important. Nous, on n'a pas les moyens financiers ou de communication en lien avec ça. Donc, il y a des lueurs d'espoir, cependant, outre, aujourd'hui on parle, vous faites un thème sur la formation. Oui, bien entendu, de toute façon on est encadré dans la formation, on a des référentiels, d'accord ? On rentre de l'agroécologie, il y a des plans de notre ministère de l'Agriculture en particulier, et c'est un enjeu sociétal qui est devenu très fort. Nous avons intégré de plus en plus le numérique dans nos formations, l'individualisation, en fait, on ne fait plus des cohortes d'élèves. On individualise. On peut, s'il a des diplômes supérieurs, valider certaines capacités. On peut les rentrer tout au long de l'année, comme je le disais. S'il ne passe pas son unité capitalisable cette année, il la passera l'année d'après parce qu'il est rentré trop tard. Donc, on individualise. On peut faire de la formation en distanciel. Donc, on avance sur plein de points. Les jeunes veulent aussi de plus en plus de concret dans les formations. Moi, je suis un fervent partisan. Avant de créer une formation, il faut créer une plateforme technique. Il faut qu'ils puissent faire des travaux pratiques concrétisés. Oui, c'est un complément avec la profession, mais moins presque que de la pédagogie, c'est de l'attractivité. Et puis, le deuxième point... J'en profite pour préciser que vous avez un parcours de golf d'application de 18 trous à Neuvic. Tout à fait, et qui est entretenu par un atelier d'insertion qui est à la charge de l'établissement, d'accord ? C'est-à-dire on a même un greenkeeper, et donc il sert, oui, à faire de l'insertion professionnelle, mais à l'ensemble de nos formations. Les BP mécanos font la réparation de l'ensemble des machines, les CS vont sur le terrain pour donner des conseils, faire des applications, des expérimentations aussi, et notamment dans le cadre de l'agroécologie, qui est une révolution intellectuelle, hein, c'est-à-dire qu'on ne trouve rien dans les abacs. En fait, c'est par le terrain qu'on remonte, qu'on fait de la théorie. Et ça, c'est révolutionnaire dans la formation. Mais le point cardinal de toute chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des apprenants qui voient la formation comme un service. Voilà, le cours magistral, c'est fini, on était obligé d'aller. Aujourd'hui, on vend un service. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce service? Et c'est intéressant parce qu'actuellement, on est en pleine vague de mise en place de qualité, des démarches qualité. N'en déplaise aux formateurs, je suis désolé, mais dans les 5 premiers items, ce n'est pas le niveau de la formation qui est intéressant, le niveau des formateurs. C'est des choses très pragmatiques. La qualité de l'hébergement, la qualité de la restauration. Le premier item qui était tombé, moi, dans un centre précédent, c'était la propreté des WC. D'accord ? Ça veut dire que, oui, on attire parce qu'on a un enjeu de formation, parce que c'est un enjeu de formation pour l'insertion professionnelle, mais nous, on a aussi un rôle de présenter un package de tout ça, c'est-à-dire des conditions d'hébergement. L'effet cocooning, il est très important hein, dans la nouvelle génération. Là aussi, c'est-à-dire qu'on met souvent des moyens en pédagogie ou sur des terrains d'application et finalement, ils ne demandent pas ça. La mobilité, vous ne pouvez pas savoir le problème que c'est. On en parlait tout à l'heure. Ça, c'est un gros problème. Et puis, vous me faites rire. Vous demandez à des jeunes d'être en alternance dans nos formations. Un centre de formation 15 jours, chez son employeur pendant 15 jours. Je suis désolé, mais ça veut dire il faut 2 maisons. Hein. Ben oui, ça veut dire ça coûte. Ouais. Il faut des moyens de déplacement. Alors je ne sais pas comment il est desservi Dunkerque, je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais Neuvic, ce n'est pas piquer des verres aussi en déplacement. C'est-à-dire si on nous enlève une ligne SNCF ou une ligne de bus, c'est mort. Il n'y a même plus de gare à Tulle, par exemple. Il faut aller à Brive-la-Gaillarde. Il faut prendre un bus. C'est la périphérie de Neuvic, Brive.
Donc, c'est rien à faire. C'est sorti 13 de la rocade. Demandez-moi, je vais vous le dire. Donc, voilà, il y a d'autres enjeux en parallèle de tout ça. Et puis, il y avait une étude qui a été faite par l'association des CFA de France, du ministère de l'Agriculture. Et c'est pour rebondir et vous donner peut-être la parole ensuite. 92% des ruptures d'apprentissage, 92% des ruptures d'apprentissage sur l'année 2017 venaient d'un désaccord entre l'apprenti et le maître d'apprentissage. 8% uniquement de problèmes liés au centre de formation. Ça veut dire que même un apprenti, que même un contrat pro s'assimile plus à son entreprise qu'à son centre de formation. L'autre jour, j'ai remonté les bretelles à un maître d'apprentissage en forêt. Il avait une tradition, quand il prenait un apprenti, c'était de le mettre toute la première semaine avec un merlin et à fendre du bois. Avec un quoi? Avec un merlin, une masse. Ouais. C'est un rite de passage. Mais c'est complètement... D'accord? Vous croyez qu'on va rester chez lui, alors que le gamin, il n'a qu'une volonté, c'est de conduire des engins. Donc, il y a aussi une partie intégrante de la formation, c'est 50% pour moi le centre de formation, c'est 50% le bien-être dans l'entreprise dans laquelle on se trouve. Voilà. Donc, il y a des choses auxquelles on ne pense absolument pas, et j'ai envie de dire que les préoccupations de la profession, c'est nos préoccupations, et les difficultés de la profession, c'est nos difficultés aussi. Voilà. Norbert? Alors, effectivement, tout ce qui vient d'être dit est exact. Pour détendre un peu, je dirais qu'on a pensé à proposer les Marseillais tondent les Fairway, mais ça n'a pas été retenu. Donc, c'est difficile d'être attractif. Cela dit, effectivement, les demandes... Alors, je reçois un certain nombre de jeunes, que ce soit des filières spécifiques golf ou des filières plus générales d'espace vert, et je dirais que le problème, il y a un vrai décalage de génération entre nous qui sommes on va dire, des gens de l'entreprise, qui ne sont pas habitués à la pédagogie et à l'évolution de la mentalité des jeunes, et les professionnels de l'enseignement. Donc c'est vrai que nous, on a du mal à appréhender certaines façons de fonctionner des jeunes. On va citer des exemples. Il y a une vingtaine d'années, quand un jeune candidatait, que ce soit pour un job ou pour une alternance, il s'intéressait quand même un peu à ses conditions de travail, aux horaires, à la prise en charge de certaines choses, aux mutuelles, aux choses comme ça. Aujourd'hui, il y a deux choses qui l'intéressent. C'est est-ce qu'on est en capacité de le loger et est-ce qu'il y a du Wi-Fi. Donc c'est quand même un changement important. On lui dit non mais attends, d'abord je vais t'expliquer comment on travaille, les horaires et tout. Non, mais non, il y a une vraie mutation, c'est compliqué. Nous, à titre des employeurs, en fait, des structures qui sont en capacité d'accueillir, aujourd'hui, parfois, quand on voit arriver des jeunes qui viennent de 400-500 km, on les met en garde. On dit attention, d'abord, ça va te coûter beaucoup d'argent. Alors, on essaie de les aider, mais ce n'est pas non plus évident. Parce qu'il faut vous dire, même s'il y a des aides, même s'il y a plein de choses, un gamin, je dis ça avec beaucoup d'affection, moi j'appelle ça un gamin, mais c'est sympa, qui vient, il est là la moitié du temps. Alors certes, vous le payez un pourcentage de salaire, mais il est là la moitié du temps. Et si vous faites bien votre boulot, vous consacrez sur cette partie encore 10 ou 20% du temps à le former, à lui apprendre des choses, c'est normal. Donc, par rapport aux dirigeants, aux décideurs, jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas forcément à vendre un CS ou un contrat d'apprentissage. Bon, face à la pénurie, à la difficulté de recruter, c'est en train de changer. Mais ce n'est pas évident. Et après, aujourd'hui, quand on recrute, moi, personnellement, je recrute plus sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Parce que je suis en capacité de leur apporter le savoir-faire. Alors, je peux m'appuyer sur ces messieurs. Si le gamin est volontaire et qu'il veut y aller, il n'y a aucun problème. Sinon, je prendrai sur mon temps, mais je le formerai. Norbert, il y a une phrase qui dit exactement ce que vous dites, et qui dit « ce n'est pas l'aptitude, mais l'attitude qui détermine l'altitude ». Et ça rejoint effectivement ce que vous dites sur le bien-être, sur le savoir-être. Je voulais que je vous la répète ? Merci. Théophane. Ce n'est pas l'aptitude, mais l'attitude qui détermine l'altitude. Voilà. Je crois que ce sera la phrase du salon. C'est la règle numéro 1 chez les pilotes d'avion.
Bien, messieurs, il faut qu'on avance vraiment parce qu'on arrive presque à la... Allez, il nous reste encore 15 minutes. Est-ce qu'on a encore des choses à voir sur votre présentation ou est-ce que vous préférez qu'on... En fait, c'était juste pour illustrer ce dont on parlait précédemment, si ça veut bien. Vas-y. Voilà. Ah, mince. Très bien. Par contre, on va juste accélérer un petit peu. Oui, on va accélérer. Donc c'était juste pour vous montrer un petit peu les enjeux de l'avenir. Là, je parle de l'enseignement primaire, donc bien évidemment, ça vous concerne peut-être pas tout à fait. Mais en tout cas, il est clair qu'on va perdre jusqu'à 60 000 en 2024, 60 000 jeunes, enfants. Et on va commencer à observer, on observe déjà une stagnation, mais ça dépend bien évidemment de la dynamique de chaque région. Vous avez des régions qui sont plus dynamiques que d'autres en termes de population. Mais globalement, on a une stagnation, voire un recul du nombre d'élèves en perspective, et également un recul, donc in fine, bien évidemment, de nombre de personnes ou potentiellement de nombre de personnes à former. Mais donc c'est ce que je viens de dire. Ok. Donc ça c'est dans le premier degré, donc c'est la même chose. Ce sont des prospectives qui sont issues d'un rapport sénatorial de cette année. Donc on va passer, donc tout ça, ok. Là, ce sont les effectifs du second degré donc en projection. Donc, on voit que globalement, on est sur plutôt des plateaux. Hein. On arrive sur des chiffres qui restent assez importants. Hein. Donc, collège 3 millions, lycée professionnel 670 000, 1,6 million pour les lycées les lycées tech. Et puis donc c'est ce que je vous disais. Donc nous ce qui nous intéresse, alors j'ai pas de petit pointeur, donc notre pool de recrutement il se situe dans les petits carrés tout en bas là. Donc dans les apprentis et puis dans les élèves premier, deuxième degré en fait issus des formations de l'apprentissage ou de l'agriculture. Alors c'est pour ça que c'est important de vous mobiliser parce que vous défendez votre profession, vous êtes l'âme et le cœur de cette profession. Je vous entends tous les jours, on vous entend tous les jours. Il n'y a pas que Dunkerque, Neuvic et les autres centres de formation sont également très sollicités parce que vous souhaitez des professionnels. Comme je vous l'ai dit, vous êtes à l'origine et à la fin. Et on passe le témoin effectivement à la profession qui ensuite a en charge votre évolution professionnelle et a en charge bien de vous former tout au long de la vie. Hein, et c'est bien ça aussi l'enjeu. Mais en ce qui concerne cette pyramide des âges, elle n'est pas favorable. Donc il faut vous mobiliser. C'est compliqué, nous aussi c'est compliqué, tu le disais, c'est un écosystème la formation. Les pistes d'amélioration, vous l'avez dit, c'est effectivement les stages de troisième, ça peut être aussi des portes ouvertes. Tout moyen qui vous permet de faire venir un jeune ou un moins jeune, parce qu'en fait là on a parlé des jeunes, mais vous avez aussi des moins jeunes qui sont tout aussi intéressants. On intègre dans nos formations des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Moi je dis toujours, je préfère quelqu'un qui a la tête vide que pleine de certitudes. C'est très très important d'être curieux. Il faut que le critère de recrutement, c'est quelqu'un qui a envie, qui soit curieux, mobile. Après, on s'arrange toujours pour trouver des solutions. On a toujours des solutions. On parlait des contrats de professionnalisation. Donc nous, on a choisi les contrats d'apprentissage justement parce qu'il y a beaucoup d'aides. Notamment sur la mobilité, sur la fourniture des premiers équipements, enfin tout un tas de choses. Ce qui fait que ça permet aux jeunes d'avoir un accompagnement qui est plus facile. Mais la mobilité est un enjeu, tu l'as dit très justement, et c'est un frein notamment pour les petites structures. C'est vrai, je le reconnais, c'est plus facile de placer un jeune ou un moins jeune dans une structure qui a une possibilité d'accueil et qui forcément est plus grosse
qu'une petite structure, la plupart du temps, qui n'a pas la possibilité d'accueillir un jeune ou un moins jeune, et qui n'a pas non plus forcément du temps ou de la dispo pour l'accueillir. Ça ne remet pas en cause la compétence intrinsèque de l'équipe ou du greenkeeper. C'est, comme tu l'as dit, Norbert, la première question, c'est est-ce que tu me loges ? Le Wi-Fi, alors c'est vrai que des fois, c'est symptomatique, mais c'est vrai. C'est un marché. Effectivement, Ouais. effectivement ça, on l'a bien dit, on l'a bien compris. Juste une chose, concernant un point très important, c'est la rémunération. Et c'est important qu'on en parle. Quand on s'oriente vers ce genre de filière, on peut s'attendre à quelle rémunération mensuelle? Parce que là, au moins, du coup, on se dit tout, on met les choses à plat. Et ça permet effectivement pour les jeunes qui auraient envie de rejoindre vos métiers, d'avoir une idée de ce qu'ils pourraient effectivement avoir en début de carrière. Alors, on est tous les deux d'accord. On cède la place aux professionnels, qui sont les mieux à même à répondre à cette question. C'est là, merci. Non, clairement, c'est l'enjeu. Alors, la France est par définition un pays où l'argent est tabou. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Alors, il y a une grille de rémunération qui a été négociée dans le cadre de la convention collective. Elle est ce qu'elle est. On s'est rendu compte, et je rejoins tout à fait le Big Bang qu'a créé le Covid, parce que certes, ça a été ennuyeux pour certaines choses, mais ça a permis de rebattre les cartes complètement. Et aujourd'hui, si on veut recruter quelqu'un, quel que soit le métier, on est obligé de le payer. C'est pas compliqué. Il n'y a personne. Donc, à partir du moment où il n'y a personne, ce qui était impossible avant devient possible. Donc, je dirais que d'une manière générale, les salaires d'embauche des gens depuis 18 mois, enfin, pour ma part, ont augmenté de 15 à 20%. 15 à 20%, c'est énorme. Facilement. Donc aujourd'hui, si on recrute quelqu'un sans expérience, et j'en parlais avec un certain nombre de collègues, alors moi je suis dans une région frontalière un peu particulière, mais si on recrute quelqu'un sans expérience, aujourd'hui, on ne recrute pas en dessous de 1 500 € net par mois. Net. On n'arrive pas. Et le but, alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais on veut pas non plus, alors on peut recruter moins, mais après, je veux dire, ça coûte plus cher en maintenance du matériel, ça coûte plus cher parce qu'on n'a pas des champions du monde. Attention, suivant comment vous mettez le curseur, vous adressez plus du tout à la même population. Donc je dirais qu'aujourd'hui, dans nos métiers, quelqu'un qui rentre sans expérience, aujourd'hui, il peut prétendre, à mon sens, je ne dis pas les minima de la convention collective ne sont pas du tout dans ces eaux-là, mais pour ma part, je considère que c'est 1 500 € net le salaire d'embauche aujourd'hui. Il y a 2 ans, ce n'était pas valable. Aujourd'hui, ça se situe dans ces eaux-là. Et après, je dirais que ça dépend des personnes. À un moment donné, si vous, en tant que manager, vous voulez que ça fonctionne, il faut vous appuyer sur des relais. Et ces relais, forcément, il faut les payer. Donc après, ça peut aller. On se retrouve même avec des configurations où on a des gens, des employés, qui ont des salaires et des responsabilités qui pourraient leur donner le statut de cadre. Alors après, c'est un calcul, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes juste sur le point de bascule, c'est plus ou moins intéressant. Mais si on veut structurer ces équipes, il faut les payer. Et on se rend compte que ça fonctionne. Et pour avoir vécu, moi, je suis dans un golf qui a été longtemps associatif, qui depuis s'est transformé en SA, mais toujours avec les mêmes dirigeants, mais au gré des nouvelles générations. On a de plus en plus affaire à des managers et à des entrepreneurs qui ont une notion tout à fait différente de la rémunération du travail. On avait des comités associatifs où on était des simples jardiniers relégués au fin fond de la cour qui avaient voix au chapitre parfois. Et aujourd'hui, tout ça, ça change. Et ils se rendent compte, les managers, que si on a un vrai savoir-faire, si on apporte une valeur ajoutée, si on apporte de la valeur à l'entreprise, on paye. Et du coup, je dirais qu'aujourd'hui, en termes de maxima dans nos métiers, comment est-ce qu'on arrive à se vendre et quelles sont nos compétences. Et là encore, je reviens, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, des compétences techniques, les meilleures du monde, ne valent rien sans compétences de communication et de transmission. Vous pouvez être le meilleur technicien, si vous n'arrivez pas à communiquer sur ce que vous faites, vous êtes perdu.
Dernière intervention avant de conclure effectivement cette table ronde. Merci pour effectivement de cette clairvoyance. Norbert, vous vouliez rajouter quelque chose avant de conclure? Alors, oui, je voulais vraiment rebondir sur ce que Norbert vient de dire. Vos métiers évoluent, les nôtres aussi, hein, je vous rassure. Mais cet enjeu de communication, cet enjeu RH, il va falloir l'apprendre à bras-le-corps. Vous gérez des hommes, des femmes, et il va falloir prendre en compte tout un tas de choses que auparavant vous ne preniez pas forcément en considération. Alors bien sûr, il y a tout un tas de choses qu'on a vues hier, qu'on a vu, enfin voilà, tous ces enjeux environnementaux se greffent et vos métiers évoluent. Vous avez de plus en plus de missions, mais cette mission RH, elle est importante, pour conserver vos équipes, surtout si vous les appréciez et surtout si vous souhaitez en fait continuer à travailler avec elles. Parce que oui, les générations se succèdent et ne se ressemblent pas. Nous, nos parents, ils avaient une certaine idée de nous, pas forcément toujours. On disait que les jeunes, ils ne vaut plus rien et ça vaut plus rien. Et maintenant, c'est toujours un peu la même chose. On aborde le travail d'une manière très différente. Donc ça, c'est sûr. Nous, on le voit, vu qu'on est confronté en permanence avec eux, et c'est vrai qu'on s'adapte. Donc le gap, il est parfois un peu moins fort. Si vous n'avez pas vu un jeune depuis 10 ans, c'est sûr que forcément, là, pour le coup, vous pouvez être surpris. Mais en tout état de cause, il y a un enjeu RH très fort, très important. Je pense que vous l'avez compris. Et rien ne peut se faire sans vous. Nous, on est quelques centres, vous l'avez compris, 700, 10 centres. On est répartis sur le territoire. Vous êtes 700, 800. Et vous avez une force de frappe et une visibilité que nous ne posséderons pas et nous ne posséderons jamais. On a beau faire on fait partie d'un ministère, le ministère de la Culture. On forme à énormément de métiers, donc il faut se partager. Et le terrain de sport, c'est qu'un diverticule de l'espace vert, de l'aménagement paysager. Donc le ministère, il communique, mais a raison. Vous avez des besoins, vous avez des organisations professionnelles, et là, vous avez des représentants, vous avez des organisations représentatives. Usez de ces bras de levier. On vous accompagnera, bien évidemment, dans l'effort de formation initiale. La formation continue, bien évidemment, elle est présente et elle se développe également, elle s'adapte. Et c'est ce qu'a dit Norbert. L'avantage de la formation professionnelle, c'est qu'elle est très réactive. Elle s'adapte immédiatement à vos besoins. Nous, on a, je ne vais pas dire un carcan parce que ce n'est pas vrai au ministère de l'Agriculture, on a beaucoup de latitude. Mais n'empêche qu'on a des diplômes, on doit se conformer à des procédures, à la procédure du RNCP qui est parfois très contraignante, et on a un certain temps de latence. Vous voyez, le diplôme de jardinier date de 2000, il va être rénové en 2022. Le terrain de sport date de 2000, pareil, il est rénové en 2022. Donc ça ne veut pas dire qu'en 20 ans, nous, centre de formation, on ne s'est pas adapté parce qu'on a beaucoup de latitude, c'est que simplement, dans le référentiel, eh bien, il y a des choses qui vont disparaître et des choses qui vont apparaître. Mais ce sera le mot de la fin. Merci messieurs, merci Norbert, merci Eric.